BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. En début de semaine, la BCE tentait de rassurer les banques commerciales face au risque de bank run avec l'arrivée potentielle de l'euro numérique. Maintenant, est-ce au tour de la BCE d'être inquiète face au Bitcoin? C'est la question du jour. La Banque Centrale Européenne a publié un tweet ce matin, je cite, « Le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique décentralisée à l'échelle mondiale et a été victime de fraude et de manipulation. L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu pratique. » La BCE, paradoxalement, annonce dans le même temps une perte de 1,3 milliard d'euros en 2023. On en parle dans quelques instants avec Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Well. Bonjour Grégory. Salut Amaury. Et Laetitia Zito, directrice générale chez Paymium. Bienvenue à tous les deux. Évidemment, on fera aussi un point sur les encours des 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. C'est un succès. Et d'ailleurs, avec ce succès, le Bitcoin ne va-t-il pas remplacer l'or un jour en termes de valeur refuge? Et puis, bien sûr, si vous êtes en Europe ou en France, on va voir quelles alternatives s'offrent à vous face aux ETF qui existent maintenant ou outre-Atlantique. Et puis, le Bitcoin qui se maintient au-delà des 51 000 $, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que cela va continuer? D'abord, je vous propose qu'on réagisse face à ce tweet ce matin tout frais de la Banque Centrale Européenne, effectivement, qui attaque, entre guillemets, le Bitcoin, qui critique le Bitcoin. Grégory, je vous propose de commencer par réagir à ça, voilà, ce que je viens de citer il y a 2 minutes. Je suis pas très étonné, hein. En fait, ça arrive assez souvent que la BCE sorte des papiers plus ou moins académiques sur le sujet où elle dénonce le Bitcoin, que ce n'est pas une monnaie, que ce n'est pas efficace, que ça sert à financer le crime organisé. Juste ils mettent un peu à jour leurs chiffres, mais en fait la méthode elle est souvent la même. Les sources ne sont pas bonnes, la plupart des sources ne sont pas académiques, c'est des articles de presse. Quand on fait des articles académiques, on cite des articles académiques. Il y a des biais aussi, certaines études, par exemple pour mettre en valeur le fait que Bitcoin est de plus en plus utilisé pour des transactions illicites. On prend les chiffres de 2021 jusqu'à 2022. Bizarrement, ils oublient 2023. Mais j'ai envie de dire pourquoi, mais parce que tout simplement ça a baissé et ça n'aurait pas servi. Leur argumentation. Bon, voilà. Après, je pense qu'il faut remettre un peu l'église au centre du village. Il ne faut pas s'attendre à ce que la BCE dise du bien du Bitcoin. La BCE, c'est la gardienne de l'euro. Le Bitcoin est un objet, une monnaie même alternative à l'euro. Donc il faut pas s'étonner à ce que la BCE dise ça. Mais là, par contre, je trouve qu'elle est très ultra dans sa façon de présenter les choses. Vraiment, on critique beaucoup les gros partisans du Bitcoin, ceux qui sont vraiment anti-euro. Pour vous, Grégory, elle est trop vindicative. Oui, bien sûr, ça manque totalement de discernement, je trouve. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que on dépeint les ultra Bitcoin comme des gens anti-euro, qui sont des gens trop durs et tout. Mais en fait, la BCE tombe dans les mêmes biais. Je trouve que c'est assez grave, d'autant que la BCE est financée par l'argent public et dans l'argent public, c'est les citoyens derrière et il y a des gens qui sont derrière le Bitcoin aussi. Donc quelque part, c'est une insulte en fait à tous ces gens-là. Laetitia Zito, directrice générale de Paymium, ce tweet, alors c'est pas la première fois que la BCE critique le Bitcoin entre guillemets. Je crois que le dernier tweet en date en la matière date de novembre 2022, si mes souvenirs sont bons. C'est quoi là? Parce que la BCE fait référence directement aux ETF qui ont été acceptés début janvier outre-Atlantique. Je le recite. L'approbation récente d'un ETF ne change rien au fait que le Bitcoin est coûteux, lent et peu pratique. Est-ce que c'est une réponse face à l'engouement qui est autour de ces ETF et au fait que le cours du Bitcoin reparte? C'est sûr qu'ils sont défenseurs de l'euro, ça par principe. En revanche, je suis quand même surprise parce qu'il y a des choses qui sont factuellement fausses dans ce tweet, notamment les taux de fraude. Ce n'est pas vrai qu'il y a plus de fraude sur Bitcoin que sur les fiat. D'ailleurs, il y a des études sérieuses qui montrent qu'il y a plutôt 4% de taux de fraude sur les fiat et plutôt 0,25% sur Bitcoin. Et c'est en baisse parce que ce n'est pas un bon moyen pour les dealers ou autres ou les fraudeurs une bonne monnaie à utiliser. Après,
pourquoi la BCE viendrait faire quelque part être l'avocat d'une monnaie qui est effectivement décentralisée, qui fonctionne à l'international. Ils disent que ça ne fonctionne pas, mais en réalité c'est déjà là, c'est déjà fonctionnel et c'est déjà excellent. Ils parlent du coût, mais là encore, ils ne citent pas les layers 2 par exemple. Aujourd'hui vous avez Bitcoin, le réseau premier, mais vous avez pour les plus petites transactions un layer 2 qui s'appelle Lightning, qui est très rapide, instantané quasiment, et très peu cher. Et ça n'est pas fait mention. Ça reste des technologies naissantes qui sont en plein développement. Et ça, la BCE occulte complètement. Mais alors, la BCE a le droit de critiquer le Bitcoin, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais Grégory, ce qui est surprenant, c'est pourquoi une prise de position si franche là, aujourd'hui, par exemple, quel intérêt d'en parler en fait pour elle? Si finalement ça ne marche pas, pourquoi en parler? Là, en fait, c'est clairement pour mettre une piqûre de rappel après l'acceptation des ETF Bitcoin. Donc, c'est une réponse à ce qui s'est passé aux États-Unis. Bien sûr, c'est ça. Mais quand même, moi, j'ai un peu envie de rigoler parce que ce papier sort le même jour où la BCE annonce des pertes annuelles historiques. En 2023, la BCE a perdu 1,3 milliard de dollars à cause de sa politique de taux élevés. C'est quand même étonnant de dire le même jour Bitcoin ne marche pas, alors que Bitcoin a déplacé plus de valeur dans le monde l'an dernier que Visa. Bitcoin est tout à fait efficace pour envoyer de la valeur à l'autre bout du monde pour des sommes modiques. Vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer de faire des virements aux États-Unis. Les frais sont énormes, ça prend du temps. Avec Bitcoin, c'est plus efficace. Bien sûr, c'est pas parfait Bitcoin, mais voilà, le fait de lire ce genre de papiers qui sont vraiment qui servent vraiment une visée idéologique, je trouve ça un peu scandaleux venant de la part de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la BCE a peur du Bitcoin, Grégory? Probablement, oui, probablement. C'est Laetitia, pour vous, il y a une sorte c'est uniquement une pique, une défiance, ou alors il y aurait une réelle inquiétude derrière? C'est comme toujours quand on fait face au changement, d'abord on ignore le changement, après on le dénigre et après on l'attaque. Et après, le changement est là, il faut bien l'accepter. Donc là, on serait dans la dernière phase. Et là, je pense pas la dernière phase. La courbe d'adoption est encore lente et c'est peut-être celle d'Internet où après ça va monter. Mais on peut pas savoir quand va s'arrêter la courbe d'adoption. Mais oui, en tout cas, il y a une forme d'agressivité dans ce tweet qui n'est pas justifiée. Quand on pense aux virements internationaux, vous mentionniez les virements vers le dollar, vers les pays. Et là encore, c'est des virements qui fonctionnent bien, mais quand on veut transacter vers des pays plus exotiques ou autres, le système fiat ne fonctionne pas. Il y a des entreprises qui seront obligées de prendre des couvertures de change immenses. Aujourd'hui, avec Bitcoin, vous faites un transfert à l'autre bout du monde en quelques minutes et à moindre frais. Et ça existe et c'est déjà présent sur le marché. Et on rappellera aussi que l'un des signataires de ce papier de la BCE travaille actuellement sur l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Et l'euro numérique, par design, est anti-Bitcoin. Donc ça sert aussi ça. Oui, mais l'euro numérique fait peur aussi aux banques, mais aux banques commerciales. On l'a vu en début de semaine. La BCE, on l'a vu dans cette émission aussi, a dû rassurer les banques commerciales face au risque de bank run potentiel, c'est-à-dire que finalement elles se fassent un peu des intermédiaires et qu'il y ait moins de dépôts chez elles. Est-ce que vous voulez réagir à ça, Grégory? Ça, c'est l'articulation en fait qui est la plus complexe, je pense, à mettre en œuvre autour de l'euro numérique. Bon, après, il y a toutes les notions autour de la vie privée. Mais oui, c'est à quel point les banques commerciales seront insérées dans le processus. Oui, je pense que la Banque Centrale Européenne, si on l'écoutait, elle aimerait bien avoir une prise directe sur les citoyens pour qu'en fait ces politiques monétaires puissent se transmettre très rapidement. Mais il y a un tissu de banques commerciales qu'on ne peut pas zapper, qu'on ne peut pas oublier, et l'euro numérique passera forcément par ces banques. Voilà, c'est quand même assez particulier parce que la BCE n'est pas convaincue par le Bitcoin et le critique. En réponse au Bitcoin, indirectement, on crée un euro numérique, mais cet euro numérique fait quand même peur aux banques commerciales. Bon, on n'est pas encore totalement sorti d'affaire, de toute façon on suivra tout ça. C'est une réponse indirecte aux ETF, effectivement 11 ETF Bitcoin Spot, je le rappelle, qui ont été acceptés outre-Atlantique début du mois de janvier. Pour l'instant, c'est un succès. On reviendra tout à l'heure effectivement sur la hausse du Bitcoin qui continue, qui se maintient à l'instant où je parle encore au-delà des 51 000 $. On verra si avec le succès de ces ETF, finalement, restez avec nous, le Bitcoin ne pourrait pas être un substitut à l'or. Mais d'abord, Laetitia Zito, je propose qu'on fasse un petit point sur les encours de ces ETF, les derniers chiffres qu'on a. Pour l'instant, c'est un succès. Oui, aujourd'hui, c'est un succès. Aujourd'hui, on a des transactions, un volume journalier de transactions autour de 500 millions à 2 milliards de dollars par jour. C'est vraiment considérable. C'est BlackRock quand même qui rafle la mise avec quasiment 58% du volume depuis le 11 janvier, lancement des ETF.
Peut-être un point de rappel sur leur fonctionnement, parce que les ETF, c'est une part de fonds, c'est-à-dire que les clients qui achètent se positionnent sur ces produits-là n'achètent pas les cryptos en direct. Même si les ETF Bitcoin spot détiennent les cryptos, les clients qui vont se procurer les fonds ne les détiendront pas directement eux-mêmes. Ils ne pourront pas profiter de l'utilisation qu'on peut faire des cryptos justement par des transactions ou autres. Ils vont juste se positionner sur la partie spéculative. Voilà, ils ne posséderont pas directement l'actif sous-jacent, effectivement. Grégory, en Europe, pour l'instant en tout cas, on peut pas s'exposer directement à ces ETF qui ont été acceptés outre-Atlantique, je le disais il y a quelques semaines. Quelles alternatives, si on habite en France, en Europe, aujourd'hui, si on est intéressé par ce type d'investissement, qu'est-ce qui existe sur notre sol ? Mais en fait, la plupart des gens l'ignorent, mais en fait, on peut investir dans des sortes d'ETF qu'on appelle des ETP ou ETC en Europe depuis 2015. Donc, en fait, nous, on n'a pas attendu BlackRock, sauf que là, c'est un coup de projecteur énorme sur le sujet. Donc, en fait, ça va peut-être drainer plus de personnes vers ces produits. Et donc, il y en a, il me semble, 4. Il y a CoinShare, il y a 21Share, Wisdom Tree et Van Eck qui proposent des ETF crypto. Donc, la plupart, c'est des Bitcoin et des Ethereum. Mais ce qui est intéressant en Europe, c'est que on se prend pas la tête sur qu'est-ce que c'est Bitcoin, qu'est-ce que c'est Ethereum. Ce sont des crypto-actifs. Donc voilà, la question est réglée et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on voit des ETF, par exemple de 21Share, qui ont été lancés cette semaine sur Celestia, qui est une crypto qui est assez jeune, qui a été lancée juste en fin d'année 2023. Et on a déjà des ETF, des simili ETF dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, en Europe, on n'est pas gêné par la qualification juridique qu'il y a aux États-Unis, fameuse, est-ce que c'est une commodities, est-ce que c'est une securities. Là, finalement, demain, en Europe, on peut avoir des ETF. Alors, c'est pas forcément un ETF techniquement, mais quelque chose qui s'en rapproche sur un peu toutes les cryptos aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Après, il faut qu'il y ait de la demande. On va pas avoir des ETF sur toutes les cryptos. Évidemment, mais s'il y a un intérêt, s'il y a un appétit, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en Europe, on reconnaît vraiment la classe d'actifs, actifs numériques ou crypto-actifs. Tandis qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat-là aux États-Unis. Effectivement, aujourd'hui, Bitcoin est reconnu comme une commodities aux États-Unis. Le prochain ETF qui pourrait voir le jour outre-Atlantique, c'est Ethereum, mais il y a encore des débats. Est-ce une commodities, est-ce une securities ? Tous les deux, je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Est-ce que vous croyez au fait qu'aux États-Unis, bientôt, on pourrait avoir d'autres ETF spot crypto ? Je pense qu'il pourrait y en avoir. En commencer par Ethereum, il faut avoir le temps et la clarification juridique. Pour vous, Laetitia Zito, c'est qu'une question de temps. A priori, ça devrait se faire. Pour moi, ça devrait se faire. Oui, c'est assez probable, même si depuis que Ethereum est passé au Proof of Stake, il y a une petite subtilité qui fait que peut-être la SEC ne traitera pas ça comme une commodities. On est sur quelque chose d'assez différent par rapport à la Proof of Work. On peut estimer, selon un certain point de vue, que c'est moins décentralisé. Donc que ça s'apparente à une sorte d'entreprise et que donc que les cryptos peuvent être assimilés à des titres financiers. Donc c'est un débat qui est extrêmement complexe, mais il y a quand même eu des Ethers en contrat futur qui ont été lancés sur le CME de Chicago. En fait, c'est ça qui a donné le go pour qu'on ait des ETF spot après. Donc, normalement, ça devrait passer. On attend ça au plus tôt au mois de mai. Moi, je pense que ça arrivera peut-être un poil plus tard. Mais voilà, c'est juste une histoire de temps. Bon, on verra. En tout cas, on a attendu plus de 10 ans pour avoir les ETF Bitcoin Spot. Peut-être que ça ira plus vite cette fois-ci pour un potentiel ETF Ethereum Spot. Maintenant, la question qu'on a, c'est maintenant qu'on a ces fameux ETF Bitcoin Spot, la question, c'est est-ce que l'or, Laetitia Zito, ne pourrait pas être concurrencé par le Bitcoin maintenant que des entités comme BlackRock ont déjà commencé à en faire la promotion. Est-ce que finalement l'or, en termes de valeur refuge, est menacé entre guillemets par le Bitcoin ? Alors, on lit parfois des articles qui indiquent qu'il ne peut pas y avoir plusieurs monnaies proof of work qui cohabitent en même temps. C'est sûr que l'or a été un étalon monétaire et d'énergie pendant des années, des siècles. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est peut-être moins vrai, aussi pour des raisons écologiques. L'or à extraire, c'est très polluant. À stocker, ce n'est pas pratique. À échanger, encore moins. C'est difficilement divisible, alors que Bitcoin répond entièrement aux besoins du 21e siècle. Donc, il est possible que Bitcoin prenne une place croissante et petit à petit supplante l'or. Ce sera à voir. Je ne peux pas faire de prévision. Mais en tout cas,
ça fait sens aujourd'hui avec les technologies actuelles. Grégory, Raymond, avec tout ce storytelling qui est en train d'être fait par BlackRock et d'autres, toute cette publicité qui arrive, est-ce que finalement le Bitcoin ne va pas prendre des parts de marché sur l'or ? Ah ben ça, j'en suis certain. Et c'est ce storytelling de BlackRock et Larry Fink, notamment, sur les plateaux. Son ETF n'était pas encore approuvé, mais sur les plateaux de télé aux États-Unis, il commençait à dire que le Bitcoin était une sorte d'alternative à l'or et tout. Moi, j'en suis convaincu depuis des années, mais la plupart des gens, pas forcément. Mais donc, en fait, on va voir des spots télé là-dessus, il va y avoir de la publicité là-dessus. Et je pense que ça va rentrer dans les têtes petit à petit. Et en fait, ce qu'on répète depuis des années, où on a finalement assez peu de portée, nous, mais voilà, là, il y a un mastodonte qui arrive, BlackRock, et qui dit le Bitcoin est une alternative à l'or, et peut-être qu'il va le devenir en fait comme ça en termes d'étiquette, on va dire. Des géants de la finance traditionnelle comme BlackRock commencent à le penser. En tout cas, est-ce qu'ils le pensent parce que maintenant c'est un des produits qu'ils proposent ? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ils le disent. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans quelques années, des banques centrales achètent du Bitcoin ? Il faut savoir que beaucoup de banques centrales dans le monde achètent de l'or pour se couvrir en tant que réserve de valeur. Est-ce qu'on pourrait voir ça, Grégory ? Les banques centrales qui achètent du Bitcoin, finalement. Alors, j'ai lu avec attention le billet de la BCE tout à l'heure. Je pense que c'est mal barré en Europe. Par contre, des banques centrales... Mais quand on voit Larry Fink qui disait, je crois en 2017, que le Bitcoin était l'indice du blanchiment d'argent, finalement... Allez, en 6 ans, il a quand même pas mal changé d'avis. Est-ce qu'on pourrait voir un tel revirement du côté d'une banque centrale ? Alors, il y a quand même de l'opportunisme quand même chez Larry Fink. Voilà, son ETF, il le lance sûrement parce qu'il croit en Bitcoin, mais surtout parce qu'il a identifié une demande. Ça reste quelqu'un qui vend des produits financiers, faut pas l'oublier. Les banques centrales, je pense qu'on pourrait voir un revirement, mais pas forcément de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale. Mais par contre, il y a des dizaines et des dizaines d'autres banques centrales dans le monde avec des économies fragiles. Je pense notamment à l'Argentine. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que l'Argentine, un jour, mette un peu de Bitcoin dans ses coffres. Je pense vraiment à ce genre de pays. On a beaucoup parlé du Salvador, mais bon, là, du coup, ils l'ont déjà fait. Mais voilà, c'est ces pays-là qui ont une économie fragile, extrêmement dépendante d'autres grandes monnaies comme le dollar. Elles ont tout intérêt, effectivement, à mettre du Bitcoin dans leur réserve. Laetitia Zito, des banques centrales qui achètent du Bitcoin, pour vous, c'est de la fiction ou ça pourrait être une réalité un jour ? Moi, je pense que ça pourrait être une réalité, sans doute pas tout de suite. Sans doute pas tout de suite, mais pourquoi pas ? C'est clair que oui. En tout cas, pour la BCE, quand on lit les derniers tweets de ce matin et le dernier rapport, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué. Un point quand même sur la hausse du Bitcoin, la question qu'on se pose tous, c'est que là, on est à plus de 51 000 $. On est à moins de 60 jours du halving. Et historiquement, quand on regarde les cycles précédents, à chaque fois... le Bitcoin, à ce stade-là de temps avant le halving, n'a jamais été aussi haut, aussi proche de son record qui est actuellement de 69 000 $. Est-ce qu'il faut s'attendre à une correction comme on a eu dans les cycles précédents ? Ou alors, maintenant, avec ce nouvel événement exogène que sont les ETF Bitcoin Spot, finalement, ça draine de la liquidité qui fait que s'il y a correction, elle sera minime. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Laetitia Moi, je suis toujours très prudente sur les avis et les projections qu'on peut faire. On a évidemment une demande en liquidité avec les ETF, c'est indéniable. Le halving qui arrive, en général, le cours a plutôt augmenté quelques mois après le halving. Il y a l'élection américaine qui va arriver aussi, avec sans doute des ajustements des taux directeurs de différentes banques centrales aussi, aux États-Unis, en Europe. Sans doute, ça va jouer. Il y a des facteurs exogènes à Bitcoin qui vont forcément jouer. Je serai prudente sur des projections de cours. Grégory, la question, est-ce que cette arrivée des ETF Bitcoin Spot, est-ce que ça pourrait faire changer les cycles ? Quelque part, jusqu'à maintenant, les cycles ont toujours été plus ou moins les mêmes. Est-ce que là, maintenant, les cycles pourraient être différents avec l'arrivée de ces ETF ? C'est une bonne question. Je pense que oui, quand on voit les rentrées nettes dans les ETF depuis 5 semaines, il y a eu 5 milliards qui sont rentrés. Galaxy Digital avait prévu 14 milliards sur un an. On a déjà fait un très très bon tiers en même pas 2 mois. C'est très impressionnant, ça devrait continuer parce qu'il y a la narrative du halving qui va encore plus intéresser les gens. Et comme vous le disiez, Laetitia, on s'attend à une baisse des taux.
donc ce qui est positif en fait pour le marché crypto et globalement tous les actifs à risque. En fait, tous les feux sont au vert là. Donc en fait, moi je vois pas très bien ce qui pourrait arriver de mal au cours du Bitcoin. Bon, faut se rappeler qu'on a traversé quand même des années difficiles, hein, donc je pense que pour ceux qui ont tenu, c'est une bonne chose. Mais il faut faire un petit peu attention parce que on est à des niveaux quand même très très hauts. On parle même pas de bull run encore. Hein. Et c'est pour ça que je pose la question, c'est parce que là, j'ai l'impression que par rapport au précédent cycle, par rapport au temps qui reste avant le halving, on est anormalement haut. Et c'est pour ça qu'on se dit, est-ce que c'est la nouvelle norme avec l'arrivée de ces ETF ? Ou alors, quelque part, là, bon, on risque, encore une fois, personne n'a le boule de cristal, ce n'est pas un conseil en investissement, mais on se pose la question, voilà, est-ce que c'est dû à l'arrivée de ces ETF qui finalement, ça y est, on a une sorte de nouveau prix plancher, en tout cas à court moyen terme, ou alors... Effectivement, en fait, les cycles précédents, ils se ressemblaient beaucoup. Mais ça sera pas comme ça pendant encore 200 ans. À un moment, ça va changer. Parce que justement, les gens anticipent le halving depuis un moment, anticipent l'ETF depuis un moment. Mais là, c'était vraiment tout le secteur. C'était pas juste quelques connaisseurs. Donc, en fait, ça modifie les perceptions du marché, ça modifie les mouvements du marché. Donc, moi, je pense que le cycle haussier que l'on est en train de vivre, hein, quand même. Je ne vais pas parler de bull run, mais on est quand même sur des hausses quand même importantes hein, depuis un an. Certes, on part de bas, mais ça ne va pas se passer de la même façon. Bon, en tout cas, on verra, on suivra ça. Laetitia Zito, on a des acteurs mastodontes qui se sont positionnés aujourd'hui sur la réserve de valeur. Et ensuite, il y aura le développement de la partie applicative, donc vraiment les paiements aussi. Et donc, je pense que l'un plus l'autre, Bitcoin est destiné, en tout cas, à avoir de beaux jours devant lui. Après, sur le temps que ça prendra, ça c'est toujours difficile à dire. Pas mal de bonnes nouvelles à suivre, en tout cas, a priori, à court terme. On a eu aussi une bonne nouvelle hier soir. Ça se passait à Paris, à l'Hôtel de l'Industrie. C'était l'édition des The Big Whale Awards. Quels sont les grands gagnants de cette édition ? Donc Grégory, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet événement ? C'est une sorte de récompense, de grande cérémonie faite par The Big Whale hier soir pour récompenser certains acteurs du Web3. Oui, tout à fait. En fait, c'est la 2e édition et on voulait en fait créer un événement qui soit structurant pour l'écosystème. Alors, ceux qui nous regardent à la télé peuvent voir quelques photos d'hier soir. Effectivement. Et donc, en fait, on a réuni 7 catégories. Il y avait meilleur CEO, donc c'est Jérémy Allaire de Circle. Il y a eu meilleur jeune talent, Paul Frambaud de Morpho, meilleur investisseur professionnel, meilleur projet de finance, meilleure technologie. On peut parler de Starknet, meilleure application de divertissement. Sora, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, mais c'était pour récompenser en gros tous les talents et toutes les organisations en fait qui ont œuvré pour rendre ce secteur de plus en plus mature, de plus en plus efficace. En fait, on n'a pas du tout parlé de spéculation hier, on a parlé vraiment des builders, ceux qui construisent et ceux qui font que cet écosystème rayonne. Il y avait beaucoup d'acteurs européens, mais pas que. On voit par exemple Yatsu, hein, qui est le patron d'Animoca Brands, qui est l'un des plus grands financeurs de l'écosystème au niveau mondial. Enfin voilà, c'était une très très belle soirée. Il y aura forcément une nouvelle édition l'année prochaine et probablement encore plus internationale. Et pourquoi, pour finir, c'est important une telle cérémonie pour récompenser des acteurs du Web3 ? C'est quoi le rôle d'un tel événement ? Comme je le disais, hein, ça participe à la structuration d'un écosystème. Ça permet on n'est pas là pour donner des bons points, mais on est là pour se réunir et que les pairs s'élisent entre eux et fassent émerger les meilleurs talents et les meilleures organisations. Bon, en tout cas, une bien belle soirée hier soir à l'Hôtel de l'Industrie à Paris. Laetitia Zito, chez Paymium, vous avez aussi une bonne nouvelle cette semaine. Vous avez une nouvelle fonctionnalité sur votre application. Oui, tout à fait. Cette semaine, on a lancé la fonctionnalité d'Open Banking qui permet à nos clients d'alimenter leur compte Paymium depuis leur compte bancaire, mais sans sortir de l'application Paymium. Donc ça évite de naviguer d'une application à l'autre. Ils peuvent tout faire in-app ou sur Paymium directement. Ça y est, la décentralisation est en cours. On se passe de certains intermédiaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale et directeur de la recherche. Laetitia Zito, directrice générale de Paymium. Merci. Rendez-vous demain 15h pour les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer. Et nous, on se retrouvera lundi. Émission spéciale justement, on va faire le match entre Bitcoin et or. Quelle est la meilleure réserve de valeur ? Évidemment, on fera ça avec Jean-Marc Daniel, que vous connaissez peut-être déjà. On a déjà débattu avec lui sur cette antenne. Et aussi avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonne soirée. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.